Alors bonjour à tous, Cauchemar sur l'échiquier, épisode 3. Les deux premiers épisodes ont été faits avec Nathanaël. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète de Cauchemar sur l'échiquier. Alors pour ce troisième épisode, c'est avec Sergio. Sergio, il m'a envoyé sa partie, et vous allez l'entendre d'ailleurs, il y a quelques séquences audio de Sergio. Il va me surprendre dans l'ouverture, avant que ça vrille. Alors regardons cette partie. Merci à toi de vouloir montrer ma partie qui m'a laissé quand même, il faut le reconnaître, un sacré goût amer pendant une paire d'heures, voire même une paire de jours. Sergio a les blancs, il ouvre avec le pion roi, il joue au 4. Sergio, il est classé à peu près 1356. Et son adversaire est presque 1400. Son adversaire répond par G6. Il veut mettre un premier fianchetto, un fianchetto roi, c'est-à-dire le fou, sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va chercher le double fianchetto. Alors, Sergio, il répond de manière classique, il joue D4, il crée son centre de pion, et B6, vous voyez. Donc les deux fous vont pouvoir se placer sur la plus grande diagonale noire et blanche de l'échiquier. Alors Sergio, il développe son fou en C4, E6 est joué, cavalier F3, et ça y est, fou B7 attaque le centre de Sergio. Sergio défend, et la surprise, le fou ne vient finalement pas en G7, il va se placer en B4. Avec ce clouage du cavalier, le cavalier C3, donc il peut plus, il est immobilisé parce qu'il y a le roi derrière, et donc les noirs s'apprêtent à attraper le pion en E4. Alors certainement que, de mon côté, j'aurais protégé ce pion en E4. Peut-être par dame 2. Puisque le cavalier ne fait plus office de protection du pion E4, j'aurais certainement joué dame 2. Mais Sergio, il a une autre idée. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais regardez ce qu'il vient de jouer. Il joue petit roc. Ça veut dire qu'il accepte l'échange du fou contre le cavalier, ce qui permettrait après au noir de gagner le pion. Mais en réalité, c'est intéressant son idée. Il va perdre le pion, mais il va avoir des compensations. Regardez. Parce que les noirs se lancent dans cet échange. Fou prend, pion prend, et fou prend E4. Oui, les noirs ont gagné un pion central. Mais il jouit d'un avantage de développement. Le fou sorti, le cavalier sorti, le pion au centre, le roi qui a déjà roqué. Et pour gagner ce pion, les noirs ont dû concéder leur fou de case noire. Ils ont échangé leur fou de case noire contre un cavalier. Donc ils n'ont plus de fou de case noire. Alors que Sergio, il a encore le sien, en C1. Or, l'adversaire a mis une chaîne de pions au centre et à l'aile roi sur case blanche. Ça veut dire que les cases noires sont mal tenues. Et ça peut être très intéressant pour une exploitation future du fou de case noire. Et en plus, le trait est à Sergio, c'est à lui de jouer. Alors, il joue cavalier G5 et il attaque le fou. Bon, le fou a reculé en C6. Et là, Sergio, il joue l'excellent coup D5. Il cherche à ouvrir la position, il vient en conflit avec E6, il attaque bien sûr le fou C6, et son but, c'est d'ouvrir la colonne E. A noter bien sûr que la dame noire ne peut pas prendre le cavalier qui est défendu par le fou. Et le cavalier lorgne sur le pion en F7. L'idée, c'est que si les noirs font de multiples échanges, par exemple fou prend, fou prend, fou prend, dame prend, la dame menacerait le mat en F7, soutenu par le cavalier, et attaquerait la tour. Donc ça va provoquer des pertes matérielles très conséquentes pour les noirs. Donc cette poussée en D5, elle est bien jouée. Là, en fait, Sergio, il joue avec un style très dynamique. Le fou recule en B7. Sergio décide de prendre. Alors comment reprendre avec les noirs ? Eh bien, il faut reprendre du pion F. Il ne s'est pas trompé, le joueur avec les noirs. Parce que si on reprend du pion D, ça ouvre la colonne. Et Sergio pourrait échanger les dames pour ensuite prendre en F7 avec le cavalier la fourchette roi-tour. Et donc les noirs perdraient beaucoup de matériel. Mais comme je vous l'ai dit, l'adversaire ne s'est pas trompé, il reprend avec le pion F. Et Sergio, maintenant, il met la tour sur la colonne E. Et vous voyez cette pression en E6. S'il n'y avait pas ce pion en E6, ça serait un accès direct au roi. Et il y a beaucoup de pression. Le fou, le cavalier, la tour, le vis-à-vis, tour, roi. Et l'adversaire joue H6. Que faire ici ? Que feriez-vous ? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez avoir un peu de temps de réflexion. Que joueriez-vous à la place de Sergio ? A tout de suite. Alors, il a fait quoi de Sergio ? Eh bien, il a envoyé. Il a pris en E6. Cavalier prend E6, bien joué. Il va sacrifier son cavalier pour ouvrir totalement la position et obtenir une attaque contre le roi noir qui ne dispose pas d'abri sûr, en fait. Alors, le cavalier vient en E7. Les noirs essaient de se développer
en protégeant le roi. Dame 2, Sergio appuie là où ça fait mal, l'attaque du cavalier qui est cloué avec le roi derrière. À ce moment-là, je me sens pas trop mal. J'ai déjà une petite idée et je me dis que bon, déjà, il va perdre du temps dans le sens qu'il doit développer sa dame, il doit développer son cavalier pour pouvoir faire le grand roc, étant donné que bon, sa structure de pion à l'aile roi, elle est quand même un peu à la ramasse. Il y a cette tour vis-à-vis de son roi, il roque toujours pas. Moi, je suis en confiance, je suis bien. Il serait intéressant pour moi de manger son pion G6. Comme ça, alors là, je pourrais vraiment l'attaquer. Je suis prêt à faire même quelques sacrifices. Mais on verra ça par la suite. Là, les Noirs ont joué un coup un peu mystérieux, A6. Il me semblait qu'ils avaient quand même mieux à faire que de jouer ce coup de pion en A6. Fou A3, Sergio continue à appuyer là où ça fait mal le cavalier. Heureusement pour les Noirs, le pion B6 peut soutenir la poussée C5 pour entraver le fou. Et là, on pourrait s'attendre à tour E1. C'est probablement ce que j'aurais joué, continuer l'attaque sur le cavalier en E7. Bon, les Noirs peuvent défendre. Ils peuvent jouer des coups comme cavalier C6 et tour H7, des coups d'ailleurs qu'ils vont jouer un peu plus tard. Là, Sergio a décidé d'encaisser le pion G6. Le cavalier noir étant cloué, on peut prendre comme ça ce pion G6. Et finalement, c'est pas mal, parce que l'absence du pion G6 ouvre une nouvelle voie d'attaque sur le roi, cette diagonale. Les noirs jouent B5, ils attaquent le fou, mais en faisant cela, ils lâchent la protection du pion C5, ce qui va permettre au fou blanc de case noire, de revenir attaquer le cavalier en E7. Donc Sergio se replace en E6, prise en C4, fou prend C5, triple attaque sur le cavalier C6, et tour 1, quadruple attaque sur le cavalier cloué. Alors c'est amusant dans cette position, parce que finalement Sergio, pour obtenir ça, il a sacrifié. Il a sacrifié d'abord une pièce en E6, le cavalier en E6, puis il a sacrifié son fou en C4, et se retrouve dans cette position avec 2 cavaliers en moins. Les 2 cavaliers noirs qui se soutiennent d'ailleurs. Donc il a 2 pièces en moins, mais d'un autre côté, il a pratiquement un rendement offensif optimal avec le triplement des pièces lourdes sur la colonne E avec le roi en ligne de mire, le fou de case noire, parce que dans cette position, il y a beaucoup d'asymétrie, beaucoup de déséquilibre. Parce que peut-être qu'il a 2 cavaliers en moins, mais il a une pièce que l'adversaire n'a pas. Le fou de case noire. Et donc, il y a cette attaque sur case noire. Le fou de case blanche, évidemment, ne peut pas aider à la défense du cavalier. Et en plus, le roi noir passe un sale quart d'heure. Il n'a pas d'abrissure, contrairement au roi blanc, qui, lui, est tranquille. Alors, tour H7 a été joué. Mais il vient avec sa tour en H7. Et alors là, je me dis, alors là, ça risque de se compliquer pour moi. Je me sens bien. Je me sens bien parce que en fait, il y a des espaces. Donc, si je ne l'ai pas de face, je peux l'avoir sur le côté. Et c'est la raison pour laquelle je joue dès lors ma dame en H5. Je lui fais échec. Il bouge. Donc, je sais qu'il est condamné, qu'il n'aura plus de roc à faire. Donc, il est vraiment à ma merci. Il est vraiment à la ramasse avec son roi qui n'est pas protégé. Et là, Sergio, eh bien, il nous explique que le roi peut être attaqué par l'arrivée de la dame en H5. Et donc il va jouer dame H5 échec. Le roi est venu en F8, et il se lance à l'attaque du roi noir, tour F6 échec, roi G8. Alors comment on pourrait continuer? Ici, il est très important que la dame contrôle la case D1. Parce que ça peut permettre la mobilisation de la tour sans redouter des mates du couloir. Et on pourrait s'intéresser à tour E3 pour faire basculer la tour sur la 3e rangée et finalement utiliser l'une des dernières pièces qui n'attaque pas le roi qui tente de se décaler à l'aile roi ici. Mais Sergio décide de jouer dame G4 échec. Tour G7, dame E6 échec, roi H8. Sergio, il met le roi au coin, ça intéresse énormément de Sergio. Il va au coin, ok, très bien. Pour moi, je me dis alors... Je peux l'avoir. Tour prend H6 échec. Tour H7. Et là, c'est un moment critique. J'aimerais bien savoir ce que vous joueriez dans cette position. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, quelle décision prendre? On a 2 cavaliers en moins. Le roi noir est faible. Donc avec les blancs,
peut chercher à continuer l'attaque sur le roi noir. C'est ce que va faire Sergio d'ailleurs en décalant sa dame en F6 pour attaquer le roi noir. Mais lorsque vous avez attaqué un roi, il faut garder à l'esprit parfois que le but de l'attaque n'est pas forcément de mater le roi, mais ça peut être la récupération du matériel dans des conditions favorables, pour transiter dans une finale gagnante. Exemple. Ici, on peut lâcher finalement l'attaque sur le roi en provoquant une succession d'échanges. Par exemple, on peut faire tour prend, tour échec, donc oblige le roi blanc, le roi noir à reprendre, et maintenant on peut aller prendre le cavalier en E7 qui n'est plus assez défendu. Fou prend E7, cavalier prend E7, dame prend E7, échec, fourchette, dame prend, tour reprend échec, le roi part quelque part, tour prend B7, et on a 3 pions de plus dans la finale. Enfin, on en a 4 avec le pion doublé, mais il n'a pas beaucoup de valeur. Et même si les noirs veulent nous menacer à mat du couloir, il est très facile de libérer une case de fuite. Et finalement, on a 3 pions de plus, 3 pions passés liés dans la finale. Le pion A6 et le pion C4 sont très vulnérables. On menace tour B6 avec la fourchette. On pourrait aussi jouer tour C7 pour aller gagner le pion C4. La finale est totalement gagnante. Donc, dans la position, Sergio, il pourrait lâcher l'affaire contre le roi noir, lâcher l'attaque contre le roi noir, et créer une succession d'échanges qui lui amène directement une finale gagnante. Mais ça, c'est pas facile à concevoir. Surtout quand on a sacrifié, on est dans un but de sacrifice, il a sacrifié quand même 2 pièces, et depuis tout à l'heure, il joue contre le manque de sécurité du roi, donc il a envie d'achever le roi. Il veut une victoire au chaos. Il pourrait avoir une victoire tranquille au point. Alors il va faire dame F6 échec, roi G8. Et là, c'est le drame. Que se passe-t-il? Sergio, il veut continuer l'attaque sur le roi, et il va jouer dame G6 échec. Et l'erreur qui a été fatale, c'est que j'ai tout simplement mis ma reine, qui était bien sûr à la merci du fameux cavalier que je n'ai pas mangé. Alors, bien sûr, grosse frustration. J'ai analysé cette partie pendant de longues minutes. Et je comprends très bien le sentiment que Nathanaël a développé concernant le cauchemar sur l'échiquier numéro 2, avec la frustration, le dépit, la frustration, j'ai pas d'autres mots. Hein. Quand on a le match, on a le match. Je pense sincèrement, bon, je n'ai bien sûr pas le niveau de quelqu'un de 2000 Elo, mais je suis vraiment, mais frustré. Je suis en colère vis-à-vis de moi-même. Je suis très déçu, mais je suis en même temps honoré quand même qu'elle puisse passer dans une vidéo de Marc. Mais je suis vraiment déçu. Je suis à la... Allez, je sais pas expliquer. Si, peut-être tout simplement que j'ai été mauvais sur ce coup-là, tout simplement. Bon, ben j'ai la chance d'avoir un entraîneur privé parce que je cherche à développer mon niveau. Il m'a dit que c'était une erreur de concentration et je pense qu'il est dans le vrai parce que je dois essayer de maîtriser le sentiment de puissance que l'on a ou que l'on croit avoir, qu'on a l'adversaire à la merci et finalement non. Que Nathanaël disait, il faut rester froid. Il faut rester froid. Et j'ai un ami qui me disait, Nazim, je le salue d'ailleurs, qui me dit, il faut rester froid, il faut rester froid. Et c'est vrai, et ça m'a été complètement fatal. Voilà ben, l'analyse que je puis en tirer de cette partie. Ce cavalier, ben ouais, il m'a coûté cher. Voilà, ben grand merci et à bientôt. Alors il y a eu cavalier prend dame, évidemment Sergio a abandonné, mais qu'est-ce que vous pensez de cette partie? Moi, j'ai trouvé que l'ouverture était très bien menée par Sergio. Une ouverture très agressive, très offensive, avec la volonté d'ouvrir la position pour profiter à la fois de son avantage de développement, de sa paire de fous et du manque d'abri du roi qui traîne au centre. Donc c'était très bien joué, les conceptions étaient très bien jouées. Après, il y a eu cette erreur de dame, une erreur qu'on commet tous. C'était pas un mousse-clic en plus, c'était pas une erreur de clic, il a volontairement voulu mettre la dame en G6. Donc il faut être, quand on déplace la dame, il faut être très prudent. Très prudent. Impossible d'être prudent sans être patient. Il faut prendre son temps et être très prudent. Et pensez que lorsqu'on déclenche une attaque sur le roi, on peut aussi parfois provoquer des échanges massifs
pour jouer une finale gagnante. Le but d'une attaque sur le roi n'est pas forcément de mater le roi, c'est d'avoir les possibilités, les capacités de récupérer du matériel et de gagner cette finale. Eh bien voilà, dites dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu de Sergio. N'hésitez pas à mettre des pouces, partagez la vidéo et on se retrouvera bientôt pour un épisode 4 de Cauchemar sur l'échiquier. Alors si vous voulez m'envoyer d'ailleurs des parties, vous pouvez le faire. Vous pouvez partager avec moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, dans les messages privés. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des petites séquences audio. Ça donne de la vie, en fait, à la vidéo. Et ça donne des émotions. Allez, à bientôt.